À mon retour de l'hôpital, ma maison avait déjà un nouveau propriétaire, la rue était la même. Les arbres projetaient toujours leurs ombres sur le trottoir, mais quelque chose clochait. Les rideaux, le numéro sur le mur, même l'odeur de la porte avait changé. C'était comme si je m'étais réveillée dans une copie déformée de ma propre vie. Pendant des mois, mon corps a lutté pour guérir, et je croyais que mon fils s'occupait de tout. Il disait qu'il arrangeait les choses, que je n'avais pas à m'inquiéter, que ma santé était le plus important. Je le croyais. Je l'ai toujours cru. L'amour d'une mère est comme une maison sans serrure. On ouvre la porte même s'il y a du bruit de l'autre côté. Mais le bruit s'intensifia. D'abord, il y eut son silence. Les visites sporadiques, les messages froids, les regards furtifs lorsqu'il venait me voir. Puis vinrent les petits mensonges, subtils, comme des fissures invisibles dans un mur. Je sentais le danger, mais je le niais. Le déni est l'instinct de ceux qui aiment. Jusqu'au jour où l'amour m'a laissé sans rien à faire. En quittant l'hôpital, le chauffeur de taxi m'a demandé si j'étais sûre de l'adresse. J'ai ri, perplexe. Et en descendant du taxi, la vérité m'a frappé de plein fouet. La porte que j'avais ouverte pendant 20 ans se refermait devant moi. La sonnette a retenti, mais un inconnu a ouvert. « Madame, je crois qu'il y a eu une erreur », a-t-il dit, et ces mots m'ont transpercé comme une pierre. Les souvenirs ont commencé à défiler devant mes yeux. Le premier Noël dans cette chambre, les portraits que j'avais pris sur le balcon, l'odeur du pain de maïs que mon petit-fils disait être le meilleur du monde. Tout était encore là, mais sans moi. J'ai essayé de comprendre. Mon fils pensait-il que je ne reviendrais pas? Que l'hôpital serait ma dernière demeure? Ou bien voyait-il simplement une opportunité dans mon silence? Il existe des trahisons qui ne naissent pas de la colère, mais de l'indifférence froide et calculée de ceux qui confondent amour et faiblesse. On dit que la confiance est comme de la porcelaine, belle, fragile, mais une fois brisée, elle ne sera plus jamais la même. Et à ce moment précis, devant chez moi, j'ai entendu le craquement. Le bruit sec de quelque chose qui se brise pour toujours. Mais ce qu'il ignorait, ce que personne ne savait, c'est qu'il y avait un détail. Un infime fil de vérité oublié parmi les mensonges, quelque chose qu'il avait laissé filer et qui allait tout changer. Je restais là, devant la porte, la main tremblante sur l'interphone. Et je pensais, comment reconstruire un foyer quand l'ennemi l'a souillé de votre sang? Comment pardonner à celui qui se nourrit de votre souffrance? La brise de l'après-midi bruissait à travers les feuilles de manguier dans la cour, et chaque feuille semblait m'appeler. J'avais passé ma vie à bâtir ces murs. Et maintenant, devant eux, je comprenais que la perte était plus grande que des briques et un toit. C'était la destruction de quelque chose de sacré. Mais le destin a un humour subtil. Parfois, la ruine nous offre l'occasion d'un changement radical. Et, sans le savoir, mon fils avait laissé une porte ouverte, une porte qu'il ne pouvait même pas refermer. L'homme à la porte me regarda avec un mélange de pitié et de honte. « Cette maison a été vendue il y a 2 mois, dit-il, comme s'il s'excusait pour une tragédie dont il n'était pas responsable. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. 2 mois. Exactement le temps que j'avais passé à l'hôpital, entouré de machines, à croire que la vie m'attendait dehors. 2 mots résonnaient dans ma tête, vendu. Mon fils, celui que j'ai serré dans mes bras, celui pour qui j'ai pleuré à son mariage, celui à qui j'avais juré de l'aimer malgré ses erreurs, avait vendu ma maison. Mon seul refuge. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la perte de mes murs, mais la perte de confiance. Car quand la trahison vient de celui en qui vous avez une confiance absolue, le coup vous transperce l'âme comme du verre. Je me souviens du vent qui faisait bruisser les rideaux de l'hôpital, des promesses qu'elle me faisait au téléphone. Tout ira bien, maman. Sa voix était douce, comme un discours appris par cœur. Et moi, naïvement, je l'ai cru. Je voyais l'avenir à travers ces mots, comme on regarde une vieille photo et qu'on aimerait revivre le passé. Maintenant, en voyant cette maison, je comprends que chacune de ces promesses n'était que le bruit d'une porte qui se ferme. Je restais sur le trottoir, fixant la façade que j'avais jadis peinte de mes propres mains. Le même beige, le même portail en fer, le même jardin. Mais tout semblait sans vie, comme un souvenir figé. Le nouveau voisin, voulant être aimable, m'offrit un verre d'eau, mais le goût du portail persistait dans ma bouche. Je le remerciai et refusai l'eau. Je n'avais pas soif. J'errais sans but dans la rue, et tous les voisins qui me voyaient détournaient le regard. Certains faisaient semblant de ne pas me remarquer, d'autres frissonnaient de gêne. Je savais ce qu'ils pensaient, pauvre petite. Ce mot pèse plus lourd qu'une pierre. Mais derrière ces murmures, il y avait quelque chose que personne ne voyait.
Une étincelle qui s'allumait en moi. Un feu silencieux, lent, mais implacable. Cette nuit-là, j'ai dormi chez une amie d'enfance. Le matelas était fin, la chambre petite, mais le silence m'a bercé jusqu'au sommeil. Perdu dans mes pensées, j'ai commencé à me souvenir de tout ce qui m'appartenait. Des papiers, des photos, des reçus, les vieilles clés de la maison que je gardais encore dans mon sac. Chaque détail semblait m'appeler, comme si quelque chose en lui m'appartenait encore. Le lendemain, je suis allé au bureau du cadastre. Les murs blancs et l'odeur du vieux papier m'ont rappelé le jour où j'avais signé l'acte de propriété. Je revoyais encore le visage de mon mari à mes côtés, fier, disant « Cette maison est notre héritage ». Et c'est là, devant un employé fatigué et un vieil ordinateur, que j'ai demandé une copie des registres. Je voulais simplement comprendre. Savoir ce qu'il restait de ce que j'avais construit. L'attente de la réponse me paraissait interminable. Pendant ce temps, je regardais la lumière du soleil filtrer à travers les fenêtres de l'état civil, dessinant des lignes lumineuses sur le sol. Je repensais à toutes ces fois où j'avais étouffé ma propre lumière pour que mon fils puisse briller. À tous ces rêves que j'avais sacrifiés pour qu'il puisse réaliser les siens. Et maintenant, il me laissait dans l'obscurité. L'employé m'a fait signe de venir, et en lisant le journal, j'ai remarqué quelque chose. Un petit détail, presque insignifiant, mais que personne n'avait remarqué auparavant. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais j'ai ressenti un frisson. Une prémonition. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester ici, après chaque révélation. Car parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début d'un règlement de compte que le destin a secrètement orchestré. Je suis parti, le document à la main. Le vent soulevait la poussière, mais je sentais l'air frais emplir mes poumons. À chaque pas, la douleur laissait place à la clarté. Et même sans tout comprendre, je le savais. Ce que mon fils avait oublié causerait sa perte et ma libération. Le papier tremblait entre mes mains. Les lettres semblaient danser dans la lumière jaunâtre du notaire, et un instant, je crus que la peur me jouait des tours. Mais non. Tout était là, clair, froid, imprimé. L'acte était toujours à mon nom. La vente avait été conclue avec une signature falsifiée, la mienne. Un trait tremblant, mal exécuté. Il n'avait même pas pris la peine de l'imiter correctement. Cela me transperça comme un couteau. Je sentais le sol froid sous mes pieds et le ronronnement des ventilateurs au plafond. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, hormis les battements de mon cœur qui résonnaient bruyamment dans ma poitrine. Et au milieu du choc, surgit le pire des sentiments, une déception silencieuse. Celle qui ne crie pas, qui ne détruit rien, mais qui s'installe en silence, pour toujours. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas. Les larmes n'avaient plus leur place sur mon visage. Elles étaient prisonnières au plus profond de moi. Je suis sorti de la mairie sans savoir où aller. Dehors, un vent chaud et sec soufflait, faisant claquer les pages d'un journal. Les gros titres parlaient de crimes, de trahison, de catastrophes, et j'ai compris que moi aussi, j'en faisais désormais partie. Une tragédie familiale sans public, mais avec tous les ingrédients du désastre. Je suis allée sur la place où j'emmenais mon fils quand il était petit. Je me suis assise sur le même banc, sous le même arbre. Le bruit des enfants qui jouaient au loin m'a brisé le cœur. Je me suis souvenu de lui, encore enfant, les genoux écorchés et un large sourire aux lèvres, courant vers moi. « Tu m'as vu, maman ? J'ai réussi !» avait-il crié fièrement, après avoir escaladé la plus haute structure de jeu du parc. Et maintenant, des années plus tard, ce même fils m'avait poussé du haut de la structure sans se retourner. Au crépuscule, la lumière orangée baignait tout d'un or trompeur, trop beau pour une journée aussi morne. Je repris le document et l'examinai dans la pénombre. Chaque ligne semblait raconter une histoire de négligence et de mépris. La signature falsifiée symbolisait ce qu'il était devenu. Un homme sans racines, prêt à renier ses origines pour l'argent facile. Mais au milieu de la douleur, quelque chose a changé en moi. C'était subtil, presque imperceptible, et pourtant bien réel. Comme une braise cachée sous les cendres. J'ai commencé à penser différemment. À comprendre que cette trahison pouvait être le début de quelque chose, non pas pour lui, mais pour moi. J'ai passé ma vie à croire que protéger, c'était aimer, que céder, c'était faire preuve de bonté. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'aimer, c'était peut-être aussi se défendre. Je suis allé à la gare routière et j'ai acheté un billet aller simple pour la ville voisine. Je n'ai pris que mon sac à main et ma carte d'identité. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et m'a demandé si j'allais bien. « Pas encore », ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait que certaines réponses prennent du temps.
Durant le trajet, la nuit tomba et les réverbères vacillèrent comme des fantômes. À l'intérieur du bus, le bruit du moteur était constant, presque hypnotique. Je fermais les yeux et imaginais le visage de mon fils découvrant ma faute. Je pensais que tout était perdu, mais ce détail oublié, ce bout de papier, était devenu mon bouclier. Et plus encore, la clé de ma vengeance silencieuse. Alors que le bus s'éloignait, j'ai ressenti une bouffée de liberté, la première depuis des années. Et, pour la première fois depuis l'hôpital, je me suis endormi paisiblement. Car je savais désormais que le destin m'avait rendu quelque chose de plus précieux que ma maison. La possibilité de choisir la fin de mon histoire. Ce que j'en ferais restait à voir, mais une chose était sûre, la femme qui descendait à cet arrêt n'était plus la même qu'à l'hôpital. La ville où je suis descendu me semblait plus petite que dans mes souvenirs. Les rues étaient étroites, l'air embaumait le pain frais et la fumée de bois. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce chaos tranquille, comme si chaque coin de rue m'invitait à recommencer, même si je portais encore en moi les vestiges de mon passé. Je marchais lentement, sentant le poids du papier dans mon sac, ce même papier qui semblait maintenant vibrer, comme animé d'une vie propre. L'acte de propriété à mon nom n'était pas qu'un simple document. C'était le fil invisible reliant tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais perdu et tout ce qui m'attendait. J'ai trouvé une petite chambre à louer à l'arrière d'une vieille pension. La propriétaire était une femme à l'air aimable, habituée à écouter les récits de ceux qui arrivaient blessés et aspiraient à reconstruire leur vie. Elle ne demandait pas grand-chose, un lit propre, un bol de soupe et le silence. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai réalisé combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois que je m'étais écouté. Cette nuit-là, la pluie commença à tomber doucement. Les gouttes frappaient le toit en tôle, créant un rythme presque hypnotique. Assise au bord du lit, je contemplais le reflet des réverbères danser sur le mur. Je me souvenais de chaque détail de la maison que mon fils avait vendue. Les fenêtres en bois, le craquement du plancher près de la cuisine, l'odeur du savon et du café fraîchement moulu. Ce souvenir me faisait souffrir et me réconfortait à la fois. C'était la douleur et le foyer, la perte et le souvenir. Pendant des jours, j'ai lutté entre l'envie d'agir et le désir d'oublier. Mais oublier, ce n'est pas la liberté, c'est l'anesthésie. Et je ne voulais pas m'engourdir. Je voulais comprendre. Je voulais savoir ce qui avait poussé mon fils à bout, ce qui s'était brisé en lui pour me briser aussi. Quand l'amour se décompose, l'odeur persiste. Et le mien, même blessé, respirait encore. C'est alors que j'ai commencé à consulter le registre foncier de la ville voisine, à la recherche de plus de détails sur la vente. Chaque inscription, chaque signature, chaque document confirmait la même chose. Il avait tout falsifié. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une clause qui avait échappé même à ses avocats. Une clause relative à une annulation automatique en cas de fraude avérée. Mon cœur s'est emballé. Juridiquement, la maison m'appartenait toujours. Et, si je le voulais, je pouvais récupérer non seulement les clés, mais aussi la vérité. À cet instant, j'ai compris que le destin ne me prenait rien, mais me mettait à l'épreuve. Et c'est alors que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir cette voie, laissant une trace silencieuse de l'impact du message. Car il y a quelque chose de profondément humain à voir quelqu'un renaître de ses cendres avec sérénité, sans élever la voix, avec la seule force de celui qui a déjà assez pleuré. J'aurais pu me venger immédiatement. J'aurais pu exposer mon fils à tous, faire de lui un exemple public d'ingratitude. Mais la colère, lorsqu'elle est mal utilisée, ne fait que nous enchaîner à ce qui nous a blessés. Il me fallait quelque chose de plus noble. Une fin qui ne soit pas la destruction, mais la justice. J'ai commencé à l'observer de loin. J'ai découvert qu'il vivait endetté, ayant dilapidé son argent au jeu, tentant de faire fructifier ce qu'il avait volé. C'était étrange. Une partie de moi voulait encore le sauver, comme si l'instinct maternel ne savait pas lâcher prise. Mais une autre partie, celle qui avait enfin appris à se protéger, savait qu'il était temps de le laisser assumer les conséquences de ses actes. La pluie cessa. Le bruit des gouttes laissa place au chant des grillons, et l'aube embauma la terre humide. Je fermai les yeux et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Un espoir calme, profond, presque serein. Comme si l'univers murmurait que justice triompherait, et que, lorsqu'elle triompherait, elle serait incontestable. Je ne savais ni quand ni comment, mais j'étais prêt à attendre. Car le temps, contrairement aux hommes, n'oublie jamais ce qui est juste. Les jours suivants, j'ai commencé à sentir que le temps jouait en ma faveur. Chaque lever de soleil semblait apporter une nouvelle pièce du puzzle, et il me suffisait d'être patiente pour que tout s'emboîte parfaitement.
Le silence de la pension, jadis oppressant, était devenu un refuge. Le bruit des pas dans le couloir, le grincement des vieilles portes, l'arôme du café noir que la logeuse avait préparé avant l'aube, tout prenait sens. Une étrange paix régnait dans la solitude, un calme que je n'avais jamais connu, entouré de gens qui ne savaient qu'exiger. Un matin, j'ai décidé de retourner dans mon ancien quartier. J'avais besoin de voir de mes propres yeux ce qu'il restait de moi. La rue était la même, mais tout semblait plus petit. Les arbres qui bordaient jadis le trottoir étaient désormais taillés, les façades des maisons étaient peintes de teintes différentes, et les voix des voisins paraissaient lointaines, comme les échos d'une vie qui n'était plus la mienne. En m'arrêtant devant la porte, un frisson me parcourut l'échine. Mais cette fois, il n'y avait pas de tristesse. Il y avait de l'observation. Je contemplais cet endroit comme on lit un vieux livre, avec respect, mais sans attachement. Le nouveau propriétaire apparut sur le perron. Il me reconnut. Il dit avoir entendu parler des problèmes liés à la vente et en fut profondément désolé. Son ton était sincère. Il expliqua avoir rencontré des difficultés avec les documents, la banque ayant bloqué une partie de l'achat pour suspicion de fraude. Cette clause que j'avais découverte chez le notaire portait désormais ses fruits. Le destin, silencieusement, commençait à opérer sa magie. Et pour la première fois, je perçus la puissance du temps. Il n'est pas pressé, mais il est implacable. La conversation avec cet homme m'a apporté quelque chose d'inattendu, la compassion. Lui aussi avait été victime de la même tromperie. Il ne la combattait pas, mais ce que mon fils était devenu. En l'écoutant parler de l'argent perdu, des avocats et des allers-retours au tribunal, j'ai compris que chacun paie le prix d'un mensonge. Certains avec leur argent, d'autres avec leur conscience. Et mon fils, avec son âme même. Je suis rentré à la pension au crépuscule. Le ciel était orangé et la lumière filtrait à travers les fentes des fenêtres comme de l'or en fusion. Je me suis assise à la table et j'ai repris le document. Les caractères étaient usés sur les bords à force d'être utilisés. C'était étrange de penser qu'un simple morceau de papier puisse contenir tant d'histoires. Je l'ai examiné en silence pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. Un mot à la plume, presque effacé, de mon mari. Une date, un numéro et un nom, son avocat. Mon cœur s'est emballé. L'homme qui avait géré l'achat de la maison des décennies auparavant vivait toujours en ville. C'était comme si le passé me rattrapait, m'invitant à une autre vérité. J'ai glissé le papier dans mon sac et décidé de le chercher le lendemain. La nuit froide tomba. Le bruit de la pluie revint, rythmé comme lors des premières nuits où je m'y étais réfugié. Mais ce bruit était différent. Il n'évoquait plus la perte, mais la préparation. C'était le bruit de quelque chose qui se purifie, d'une histoire qui s'évanouit avant même de pouvoir recommencer. Tandis que je regardais les gouttes de pluie glisser sur la vitre, un mélange de peur et d'espoir m'envahissait. La peur de ce que je pourrais encore découvrir, l'espoir de tourner enfin la page sur un chapitre qui m'avait tant pris. À chaque grondement lointain du tonnerre, il me semblait que l'univers murmurait ce que je savais déjà. La justice ne se manifeste pas par un fracas, elle approche en silence. Et lorsqu'elle arrive, elle porte en elle le poids exact de ce qui a été volé. Je me suis endormi avec cette certitude, serrant le document contre moi comme on garde une vieille promesse. Et même si j'ignorais ce que le lendemain me réservait, quelque chose grandissait en moi. Un courage serein, presque imperceptible, mais bien réel. Le sentiment que ce qui allait se produire allait tout changer, d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. L'aube apporta une douce fraîcheur, de celle qui réveille la peau et purifie l'âme. Je me levai avant l'agitation de la cuisine de la pension, m'assis sur le bord du lit et restai là un moment, les pieds sur le sol froid, respirant lentement. La plume délavée dans le coin du document ressemblait à un vieux phare, et je suivis sa lumière. Je bus un café amer, enfilai le manteau hérité de ma mère et sortis rejoindre l'avocat de mon passé, avec l'impression de pénétrer dans une photographie qui avait décidé de reprendre vie. Le bureau se trouvait dans une maison de plain-pied aux murs couleur crème, aux hautes fenêtres, où flottait une odeur de vieux papier et de bois ciré. L'horloge à pendule égrenait les heures d'un rythme à la fois rapide et paisible. Elle me reconnut au nom de mon mari, ajusta ses lunettes et m'invita à m'asseoir. Ses mains étaient fermes, celles de quelqu'un qui avait connu bien des épreuves et quelques nouveaux départs. Je lui racontai brièvement mon histoire. Elle écouta sans m'interrompre, comme quelqu'un qui ramasse des éclats de bois sous un épais chiffon pour éviter de se couper. Puis elle sortit un vieux classeur, jauni au coin, et en tira bien plus que des papiers. Toute une vie, organisée en timbres, signatures notariées, reçus et notes manuscrites. Là, il y avait non seulement l'acte de vente,
mais aussi la preuve de quelque chose que j'ignorais. Mon mari, des années auparavant, y avait fait enregistrer un avenant. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de protection. Une clause qui interdisait toute vente sans ma présence et notre mot de passe, un simple mot, scellé chez le notaire comme un sceau de vérification. Personne n'était au courant, à part nous deux et l'avocat. Je l'ai lu et j'ai senti mon cœur battre comme avant, quand l'espoir remplissait encore ma poitrine. Mon fils avait oublié le détail le plus humain qui soit. Les parents qui s'aiment se protègent généralement l'un l'autre pour l'avenir. J'ai quitté le bureau avec le papier plié dans mon sac, comme un talisman. La rue semblait différente. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, et une brise chaude portait une odeur de pain et d'essence. J'ai traversé la place lentement, observant les enfants sur les balançoires, une femme arrosant des plantes dans un pot cassé, un homme poussant une charrette pleine de fruits frais. La vie continuait, et cette continuité était à la fois douloureuse et apaisante. Gains et pertes, côte à côte, à mes côtés. De retour chez moi, j'ai acheté un nouveau carnet. J'ai décidé d'y noter des noms, des dates, des gestes. Non par pure vengeance, mais pour ne pas oublier ce qui m'avait mené jusque-là. Chez moi, j'ai passé l'après-midi à consigner les informations relatives à la procédure. Numéro d'immatriculation, coordonnées du nouvel acquéreur, rendez-vous à la banque. J'ai aussi noté les détails qui sortaient de l'ordinaire, l'odeur de la chambre de la pension après la pluie, la texture du torchon avec lequel j'avais essuyé la tasse, le bruit de la porte du voisin à 6 heures du soir. Tout cela constituait ma forteresse invisible, une carte émotionnelle qui me rappelait que, même au milieu des ruines, il restait un ancrage solide. La nuit tomba lourde et bleue. J'allumai la lampe de chevet, et sa lumière jaune projeta des ombres apaisantes sur le mur. Je repensais à mon fils comme à deux personnes en une. Le petit garçon aux genoux écorchés qui m'appelait dans le parc et l'homme au regard dur qui avait usurpé mon identité. Une partie de moi cherchait encore le premier au sein du second, comme on cherche le feu parmi les cendres froides. Une autre partie savait déjà qu'il faut accepter l'absence pour pouvoir respirer à nouveau. La maternité est un monde aux frontières mouvantes. Tantôt l'amour crie et étreint, tantôt il ferme la porte pour protéger le refuge intérieur. Je restais là, incapable de dormir. J'écoutais les bruits de la pension, la radio qui jouait doucement, des pas dans le couloir, le craquement du plafond qui se refroidissait, et je pensais aux nuances cachées du mot « justice ». Il y a une justice qui arrive en robe, avec des sceaux officiels, publiés au journal officiel. Et il y en a une autre qui arrive silencieusement, lorsque nous commençons à nous traiter les uns les autres avec le respect qui nous a été refusé. L'une ne remplace pas l'autre, elles cheminent ensemble. Lumière et ombre, une fois encore, se confondent. Au petit matin, mon téléphone vibra. C'était un message du numéro inconnu de l'acheteur. Il faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose dans le contrat qui pourrait vous intéresser. Un léger courant d'air parcourut la pièce. Je répondis par l'affirmative en quelques mots et éteignis l'écran. Je fixai l'obscurité un moment, observant comment mon corps apprenait à patienter. La peur n'avait pas disparu, elle côtoyait l'espoir, mettant mes pas à l'épreuve. Et, étrangement, je n'avais plus l'impression d'être au bord du précipice. J'étais sur un pont, sombre, long et suffisamment solide pour me soutenir. J'ai pensé au lendemain, et toutes les possibilités se sont déroulées devant moi. La banque, le tribunal, la table des acheteurs avec les contrats ouverts, le cabinet de l'avocat, le portail de ma vieille maison qui grincerait à nouveau, peut-être, sous mes mains. Dans chaque image, il y avait un soupir étouffé, la promesse d'une clé que je n'avais pas encore tournée. C'est étrange comme la vie se concentre entièrement sur un moment qui n'arrive jamais, et pourtant nous façonne avant même notre existence. J'ai fermé les yeux. J'ai senti mon cœur battre moins fort et en silence, j'ai remercié la femme qui avait traversé l'hôpital, le portail clos, le bureau d'état civil, la place et la pluie. C'était toujours moi, mais plus profondément. Je me suis endormi, mon sac à main sur la chaise, le document plié comme un oiseau endormi. Et, au milieu de mon sommeil, j'ai de nouveau entendu le balancier de l'horloge de l'avocat, marquant le temps comme un avertissement, ce ne sera plus long. Je me réveillerai quand il le faudra. Et, quand je me réveillerai, la maison qu'on m'a prise aura une autre porte, peut-être la même qu'avant, peut-être une que je ne connais pas encore, mais, en tout cas, il y aura une entrée. Et le reste, aussi douloureux soit-il, attend un nom. Le lendemain matin, la lumière était plus vive que prévu, mais elle s'accompagnait d'un sentiment de malaise. Je me suis réveillé le cœur battant lentement, comme si mon corps pressentait avant moi que cette journée serait chargée d'événements. L'acheteur m'attendait au même café du coin, près du palais de justice. À mon arrivée, il était déjà là, les papiers étalés sur la table,
le regard tendu de quelqu'un qui cache un secret qu'il ne sait comment révéler. J'ai commandé un café noir et j'ai attendu en silence. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. Il a expliqué qu'en examinant le contrat avec la banque, il avait constaté une incohérence. L'avocat de mon fils avait utilisé un document obsolète, un modèle invalide, qui comportait une clause de responsabilité solidaire. Autrement dit, toutes les dettes engendrées par la vente, intérêts, taxes, commissions retombaient désormais sur la personne qui avait signé en tant que représentant légal du propriétaire. Et ce nom, bien sûr, était celui de mon fils. Son visage, prisonnier de sa propre erreur. Tout mon corps tremblait. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la justice qui suivait son cours. Le destin a des façons bien à lui de régler ses comptes. Il n'a besoin ni de hâte, ni de précision. Tandis qu'il m'expliquait les détails, j'observais les passants, les voitures qui défilaient, le soleil qui se reflétait sur les vitrines. Le monde continuait de tourner, et là, entre une gorgée de café et une signature oubliée dans le temps, le cours de ma vie commença à se modifier. L'acheteur voulait proposer un arrangement, une façon de tout régler à l'amiable. Il a dit qu'il ne faisait plus confiance aux avocats de mon fils et qu'il était prêt à m'aider à récupérer ce qui me revenait de droit. Je l'ai écouté calmement. Il n'y avait pas d'urgence. J'ai appris que la précipitation est souvent source de pertes. Il m'a tendu une enveloppe brune et m'a demandé de la lire chez moi. À l'intérieur se trouvaient des copies de courriels, des reçus et un enregistrement. Des preuves. Le chaînon manquant pour reconstituer notre histoire. Je suis retourné à la pension, serrant l'enveloppe contre ma poitrine. Chaque pas me semblait une répétition générale. Les gens passaient en hâte, mais j'étais ailleurs. Le vent portait l'odeur du pain frais, de l'essence, du quotidien. Et c'était précisément cette normalité qui me faisait mal. Comment le monde peut-il continuer à tourner pendant que nous essayons de reconstruire ce qui reste ? De retour chez moi, je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert l'enveloppe. L'enregistrement était celui d'une réunion entre mon fils et l'avocat. J'entendais leur voix basse, presque chuchotée, parler de « régler sa vite fait avant son retour », que « personne ne s'en apercevra », que « ce ne sont que des formalités administratives ». Chaque phrase était un coup dur, mais la douleur était moins vive. Désormais, ce n'était plus qu'une confirmation. La vérité a ce pouvoir. Quand elle éclate, elle ne fait pas mal, elle libère. J'ai arrêté l'enregistrement avant la fin. Je n'avais pas besoin de tout entendre. Il arrive un moment où le cœur comprend plus que les oreilles. J'ai fermé les yeux et imaginé mon fils, parlant de moi comme si j'étais un obstacle et non la femme qui lui a donné la vie. Un instant, j'ai éprouvé de la pitié. Puis, seulement de la distance. C'est étrange de réaliser que l'amour sait aussi se retirer quand il n'est plus reconnu. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les bruits de la ville me rappelaient que le temps n'attend personne, et c'était peut-être une bonne chose. J'ai tout noté dans mon nouveau carnet. Les dates, les noms, les émotions, même l'odeur du café pendant notre conversation. Je ne voulais rien oublier, car toute douleur oubliée finit par ressurgir sous une autre forme. J'ai levé les yeux au plafond et j'ai pensé à toutes ces femmes qui ont déjà vécu la même chose. Faire confiance, être trahies, reconstruire leur vie. Et je me suis demandé combien d'entre elles ont eu la chance de voir la chance leur sourire. Peut-être peu. Peut-être aucune. Alors, si cette histoire vous rappelle quelque chose que le monde a tenté de vous voler, prenez la parole. Laissez votre empreinte. Parfois, partager est le chemin le plus discret vers la liberté. Quand minuit sonna, je fermai mon carnet et éteignis la lumière. Seul l'écho de l'enregistrement subsistait. Aucune colère, aucune précipitation, juste une tension sereine planait. La certitude que la vie avait encore quelque chose à m'offrir, et que ce retour était plus proche que jamais de la réalité. Le lendemain matin, le monde semblait identique, mais moi, j'avais changé. Une tension palpable planait, presque imperceptible, comme le vent qui annonce une tempête. Je savais ce que je détenais, les preuves, les documents, l'enregistrement. Tout. Mais avec cela venait le poids de ce que j'allais devoir en faire. La vérité est une arme à double tranchant. Elle libère, mais elle blesse. Et je devais décider jusqu'où j'étais prêt à aller. L'enveloppe était ouverte sur la table. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, éclairant le papier d'une lumière presque cruelle. Je relisais encore et encore les mêmes mots jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur sens. Mon fils avait menti. Et non seulement il avait menti, mais il l'avait prémédité. Ce n'était pas une erreur impulsive, mais une décision froide et calculée. Et cela me faisait plus mal que n'importe quelle perte matérielle.
car la trahison, lorsqu'elle est préméditée, transforme l'amour en ruine. Je suis allé me promener. La rue était pleine de vie, grouillante de sons et d'odeurs familiers. Le bourdonnement lointain des voitures, les cris des marchands du marché, le rire d'un enfant qui s'échappait entre les étals. Je marchais lentement, essayant de me réinsérer dans la vie. Chaque pas était une tentative pour respirer à nouveau, pour comprendre comment aller de l'avant après avoir découvert que la pire blessure venait de ma propre maison. Au milieu de la place, je me suis assise sur le même banc où j'attendais mon mari il y a tant d'années. Le même banc de bois, désormais usé par le temps. Son souvenir m'est revenu comme un murmure. Sa voix calme, la façon dont il posait ses mains sur les miennes et disait que chaque chose a son temps pour se révéler. Il croyait en la justice des choses simples, la pluie qui revient toujours, la fleur qui refleurit, le soleil qui s'obstine à se lever même après la nuit la plus sombre. Et moi, à cet instant, je me suis accroché à cette idée. J'ai pris le téléphone et appelé l'avocat qui m'avait déjà aidé. Sa voix, rauque mais patiente, m'a ramené à la réalité. Je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, posant des questions brèves et directes. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit « La vérité est de votre côté. Mais vous devez choisir, gagner ou guérir. » J'étais sans voix. Parce qu'il avait raison. Parfois, la victoire a le goût amer d'un mal irréparable. Je suis rentré chez moi la tête pleine de voix. La voix de la justice, la voix de l'amour, la voix du ressentiment. Elles se mêlaient toutes. Dans la pièce, le tic-tac de l'horloge rythmait le temps qui passait, et l'odeur de la pluie commençait à s'infiltrer par la fenêtre. Assise devant le miroir, je contemplais mon reflet. Les rides autour de mes yeux, les cheveux gris, la peau fatiguée. Tout racontait une histoire que le monde feignait d'ignorer. Et je repensais à toutes ces fois où l'on m'avait dit d'être compréhensive, bienveillante, de pardonner. Mais personne ne m'avait jamais demandé ce qui se passe quand la bienveillance devient une prison. J'ai passé mes doigts le long du cadre du miroir et j'ai réalisé qu'il ne tremblait plus. Il y avait une force dans le silence. Une force que je n'avais jamais su nommer auparavant. J'ai commencé à écrire une lettre, non pas au juge, non pas aux avocats, mais à mon fils. Ligne après ligne, je lui ai raconté ce que j'avais fait, ce que j'avais détruit, et ce qu'il restait de moi. Les mots coulaient lentement, fermement, chargés de tout ce qui n'avait jamais été dit. Quand j'ai eu fini, j'ai plié la feuille et je l'ai glissée dans l'enveloppe. Je ne savais pas si je la lui enverrais. Peut-être n'était-elle pas pour lui. Peut-être était-elle seulement pour moi. Le ciel s'assombrit soudain. Les premières gouttes tombèrent sur le balcon, et le bruit de la pluie sembla murmurer mon nom. Je fermai les rideaux, m'assis dans le fauteuil et restai là, à écouter le rythme de l'eau frappant le toit. Il y avait quelque chose de purificateur dans ce bruit, comme si le monde effaçait ma douleur. Je pensais à tout ce qui allait suivre, le tribunal, les regards, les vérités révélées, les silences qui crieraient plus fort que n'importe quel mot. La nuit tomba lentement, sans hâte, comme si elle savait que j'avais encore besoin de temps. Et je compris que le destin me préparait, non pas à détruire ce qui restait, mais à me reconstruire. Il n'était pas encore temps d'agir. Il était temps d'observer, de laisser le temps accomplir son œuvre, révéler, calmement et précisément, ce que chacun de nous mérite vraiment. La pluie continuait, régulière et incessante. Et dans son rythme, il y avait une promesse silencieuse. Un pressentiment me disait que le lendemain matin apporterait non seulement des réponses, mais aussi leur prix. Et, pour la première fois, je n'en craignais pas le prix. L'aube pointait à peine lorsque le bruit de la pluie laissa place à un silence pesant, de ceux qui annoncent l'inévitable. Je me levai avant même que le soleil n'effleure les rideaux, enfilai mon vieux manteau et fourrai l'enveloppe dans mon sac. J'ignorais si la journée m'apporterait réconfort ou souffrance, mais je savais qu'il me fallait affronter la vérité qui subsistait. L'air était froid et le sol humide reflétait les premières lueurs dorées du matin. Chaque pas était une coupe nette, comme si le temps me mettait à l'épreuve pour voir si j'avais encore le courage d'avancer. En arrivant au palais de justice, les murs me parurent plus hauts que jamais. Les couloirs empestaient le vieux papier et le désinfectant, et les voix résonnaient comme des prières désespérées. L'avocat m'attendait à l'entrée, avec le regard de quelqu'un qui pressentait déjà un tournant décisif. Nous nous dirigeâmes ensemble vers la salle d'audience. À l'intérieur, l'air était lourd et l'horloge égrenait les heures avec la lenteur d'un cœur las. Mon fils arriva quelques minutes plus tard. Il était abattu, mais s'efforçait encore de conserver l'arrogance de celui qui se croit maître de la situation. Nos regards se croisèrent un instant, et pour la première fois, je ne vis plus le garçon que j'avais élevé. Je ne vis qu'un homme perdu dans ses pensées,
tentant de dissimuler sa peur derrière son arrogance. C'est alors que je compris, son châtiment avait déjà commencé, et je n'avais pas besoin de dire un mot pour qu'il le sache. Tandis que le juge parlait, je vis les mains de mon fils trembler sur la table. Les documents devant lui étaient les mêmes qui l'avaient condamné, et la voix de l'avocat semblait lointaine, comme une marée qui se retire lentement. L'acheteur confirma tout. Il montra l'enregistrement, les messages, les reçus. Chaque phrase était comme une lame tranchant le mince tissu de mensonges. Et à chaque mot, son masque se fissurait un peu plus. Un silence s'installa. Un silence si profond qu'il se suffisait à lui-même. Le juge me regarda, puis se regarda lui-même, et prononça le verdict. La vente était nulle et non avenue, et la propriété retrouverait son nom d'origine, le mien. L'écho de ces paroles résonna en moi comme un coup de tonnerre étouffé. Ce n'était pas une victoire, c'était l'équilibre. La balance revenait lentement à son point d'équilibre. Je suis sorti du tribunal, le document à la main, celui-là même qui m'avait tout pris. Dehors, le soleil perçait déjà les nuages et la ville semblait respirer à mon rythme. J'avançais lentement. Le vent me caressait le visage, un instant, j'ai eu envie de pleurer. Mais les larmes ne sont pas venues. J'ai ressenti une sérénité nouvelle, comme si quelque chose en moi avait enfin retrouvé sa place. Je suis passé devant la maison qui avait été la mienne. La porte était entr'ouverte. Je suis entré lentement. Le jardin avait changé, mais les rosiers se dressaient toujours, obstinés, dans le coin du mur, fleurissant entre les fissures. J'ai effleuré les pétales humides et respiré le parfum du passé mêlé à celui du présent. La douleur n'avait pas disparu. Elle s'était seulement muée en souvenir. C'est alors que j'ai compris que ma vengeance n'avait jamais concerné la maison, l'argent ou la justice humaine. Il s'agissait de reconquérir quelque chose de bien plus profond, le droit d'exister sans avoir à demander la permission. Le droit de regarder en arrière sans baisser la tête. J'ai repris ma marche, et à chaque pas, le sol me paraissait plus ferme. Le monde, enfin, retrouvait son équilibre, entre lumière et ombre, gain et perte, amour et absence. Il n'y avait pas de fin heureuse, mais il y avait mieux, la vérité. Et cela, en soi, suffisait. C'est peut-être pour cela qu'en entendant des histoires comme la mienne, tant de gens ressentent le besoin de laisser leurs traces. Un mot, un commentaire, un geste d'empathie. Car, au fond, nous portons tous en nous une maison vendue, un morceau de notre vie arraché sans prévenir, et l'espoir qu'un jour le destin se souviendra de nous. La justice est silencieuse. Elle arrive discrètement, fermement, au moment opportun. Et lorsqu'elle arrive, elle ne se contente pas de restituer ce qui a été volé. Elle vous rend ce que vous étiez avant d'être blessé. Et c'est à cet instant précis que la vie, pour la première fois depuis longtemps, retrouve la paix. La nuit tomba lentement, comme si le temps avait enfin appris à respecter mon silence. La maison était vide, mais pour la première fois depuis longtemps, ce vide ne m'effrayait pas. J'errais lentement dans les pièces, écoutant le bruit de mes pas sur le sol qui, jadis, semblait perdu. Je touchais les murs, encore froids des travaux, et sentis leur texture rugueuse sous ma paume. Chaque fissure racontait un fragment de l'histoire qu'ils avaient tenté d'effacer, mais qui était désormais mienne. J'ai ouvert les fenêtres. Le vent s'est engouffré, chargé d'odeurs de terre humide et de souvenirs. Dehors, rien n'avait changé. Les voisins bavardaient sur le trottoir, le chien aboyait au loin, les grillons chantaient. Mais en moi, tout avait basculé. Je n'étais plus la femme partie en pleurant. J'étais revenue. Et revenir, ce n'était pas seulement retrouver ce qui avait été perdu, c'était comprendre que parfois la vie a besoin de nous briser complètement pour que nous puissions nous reconstruire de nos propres mains. Je suis allée dans la chambre et j'ai trouvé, au fond du tiroir, une vieille photo. Mon mari, mon fils, encore petit garçon, les mains tachées de gâteaux d'anniversaire. L'image tremblait entre mes doigts. La regarder me faisait mal, mais d'une douleur différente d'avant. C'était une douleur saine, mûre, celle de quelqu'un qui accepte le passé et le présent. J'ai posé la photo sur la table et allumé une bougie à côté. La flamme vacillait doucement et la lumière dansait sur le visage souriant du petit garçon qui m'appelait autrefois maman. J'ai ressenti le besoin de pardonner. Non pas à lui, mais à moi-même. Car garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. J'ai appris que le pardon n'efface pas, il ne fait que redonner du pouvoir à celui qui survit. Et j'ai survécu. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Les premiers rayons de l'aube se mêlaient au chant lointain d'un coq. J'ouvris la porte et restai debout sur le trottoir, observant l'horizon changer de couleur. La lumière montait lentement, teintant les toits, les branches des arbres, les lignes électriques.
C'était comme si le monde entier respirait à l'unisson avec moi. À chaque inspiration, je me sentais plus léger. À chaque expiration, je me libérais du poids qui pesait sur moi. J'ai repensé à tout ce que j'avais vécu, à l'hôpital, dans le magasin, face à la trahison, au tribunal. J'ai pensé aux femmes qui m'avaient précédé, elles aussi réduites au silence, trompées, rejetées. Et j'ai compris que, d'une certaine manière, elles étaient toutes là, à mes côtés, m'encourageant. La vengeance, après tout, n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement le début de la libération. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté les murmures de la maison. J'ai ressenti de la fierté. Non pas la fierté d'avoir vaincu quelqu'un, mais la fierté de m'être vaincu moi-même. Cette version fragile, vulnérable et soumise de moi-même qui croyait que l'amour et la dépendance étaient synonymes. La vie m'a appris que la force ne réside pas dans les cris, mais dans le calme, que la justice n'a pas besoin d'être bruyante pour être juste, et que la dignité, une fois retrouvée, brille plus fort que n'importe quelle victoire. Alors, si vous m'écoutez, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Il y a des moments où le monde tente de vous détruire, mais c'est à cet instant précis que vous découvrez que vos racines ont toujours été en vous. C'est peut-être pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, témoins de chaque révélation, car elles savent que toute souffrance peut se transformer en une graine. Aujourd'hui, je suis cette graine. Et ma maison reconstruite n'est plus seulement une maison. C'est un symbole. Un rappel silencieux que ceux qui tentent de nous anéantir, sans le savoir, allument quelque chose de plus grand. Et si cette histoire vous a touché, si elle a ravivé en vous le souvenir de ce que le temps a tenté d'effacer, laissez vous aussi votre empreinte. Parfois, un simple geste suffit à faire renaître le courage de ceux qui avaient presque perdu espoir. Car, au final, c'est ce qui compte vraiment, recommencer sans peur, pardonner sans céder et aller de l'avant en sachant que le vrai foyer n'a jamais été une maison, mais toujours le cœur de quelqu'un qui a appris à rester ferme, même après tout.